100% Bénin, mesdames, messieurs, bienvenue et merci de nous rejoindre. Lutte contre la corruption, Patrice Talon y met à nouveau un point d'honneur devant la représentation nationale lors de son discours sur l'état de la nation. Le président béninois s'est montré à la limite intraitable sur le sujet. Le ton a été des plus fermes, je vous le cite. « C'est le lieu pour moi, dit-il, du haut de la tribune officielle, de réaffirmer mon engagement et ma détermination à mener ce combat sans état d'âme. Aussi, l'impunité qui en assure la perpétuation ne doit-elle plus avoir droit de citer au Bénin. » Fin de citation. Des nuits agitées en perspective pour les fossoyeurs de l'économie ont alors conclu bien des analystes. Mais pour d'autres, il faudra bien plus que ce qui sonne comme un message d'alerte et les actions menées en 20 mois de gouvernance du nouveau départ dans le cadre de l'assainissement des fonds publics pour convaincre de la bonne foi du chef de l'exécutif. Message de Patrice Talon au sujet de la lutte contre la corruption, un engagement renouvelé ou pure diversion. Mesdames, Messieurs, c'est le thème au menu de votre émission débat du jour. Deux invités, comme à l'accoutumée, pour nous accompagner pendant 45 bonnes minutes. Mais avant, la revue de presse. À la manette, une fois encore, pour le point de l'actualité, tel relayé par les journaux Kodjovi Ametonou, déjà confortablement installé. Kodjovi Ametonou, bonjour. Bonjour Joël Tondji, bonjour également à nos amis qui nous suivent la plupart du temps. Déjà le 27 décembre, quelques jours, et le mois de décembre est terminé. Que nous réserve aujourd'hui la une des journaux? Rien relativement à la fête? Non, pas du tout, pas du tout. C'est vrai que quelques annonces passent dans les colonnes des canards pour signifier les soldes et autres, mais cela ne fait pas la une de la plupart des canards que nous peut-on retenir alors fondamentalement? La sortie du chef de l'État, son message à l'État de la nation et surtout le vote de la loi sur la création de la police républicaine. Ah oui, une police républicaine, dans l'unicité, un combat unique. Vous avez le plateau. En tout cas, c'est ce que vous pensez. Nouvelle tribune, la nouvelle tribune, c'est le quotidien qui ouvre donc le bal de la une des journaux pour le compte de ce matin. Message du président de la République, Patrice Talon, sur l'état de la nation. Un discours long qui passe sous silence la misère des populations et puis vote de la loi sur la police républicaine. Les réserves du député Djenotin, mystère donc autour de la vie motivée de la Cour suprême, fait remarquer la nouvelle tribune qui cède sa place à l'Afrique en marche. Initiative souterraine donc de médiation vers la réconciliation. Adjavon Talon s'interroge le journal. ASG va-t-il ignorer le cas de Martin Rodriguez, crucifié, puis projet de loi portant création de la police républicaine? Les députés valident avec 54 voix pour et 22 contre. Le confrère de la matinée, célébration de la fête de Noël, Sébastien Adjavon renouvelle sa confiance en la jeune génération et puis l'homme croit fortement en la réussite de la jeunesse d'aujourd'hui. Mise en gestion déléguée des structures de l'État après le port autonome de Cotonou, c'est bien sûr l'aéroport international de Cotonou qui est en vue. Et puis discours sur l'état de la nation, du miel à forte dose de fiel. La dépêche cette fois, séparation des pouvoirs et gouvernance. Mbedi Talon, un amour plus que parfait. Et puis création de la police républicaine et du statut spécial des personnels de la police républicaine. L'honorable Djenotin plaide pour une approche consensuelle afin d'éviter des frictions. Le quotidien Matin Libre, comité de pilotage du BMP. Le monstre à 5 têtes, BMP, c'est bien sûr le bureau de la majorité présidentielle, Joël Tondji, puis point média, constitution du comité de pilotage du BMP, toujours du déjà vu qui, malheureusement, ne réserve rien au peuple. Guerre contre la corruption au Bénin. À quand une lutte impartiale, s'interroge le journal. Discours du chef de l'État sur l'état de la nation. Le Front pour le sursaut patriotique dénonce un discours déconnecté des réalités du pays et puis vote de loi sur la création de la police républicaine. Valentin Djenotin émet des réserves. Merci Kodjovi Ametonou. Création de la police républicaine, c'est annoncé, il fallait s'y attendre. La majorité parlementaire est passée à l'acte. Le chef de l'État peut à nouveau se frotter les mains, Kodjovi Ametonou. Oui, il y a toujours qu'il faut disposer quand même des normes pour avancer.
Et si l'exécutif fait ses propositions et que l'Assemblée lui répond favorablement, c'est à saluer. Seulement, un peu comme l'honorable Djenotin, nous pouvons relever qu'il y a beaucoup qui pensent qu'il y a des non-dits dans cette loi, puisque lorsqu'on parle de police républicaine, ce n'est pas seulement les forces de sécurité que constitue la police qu'on a mis ensemble. Je vais parler des différentes unités de la police qui sont mises dans un ensemble pour former une seule police. C'est bien sûr la fusion entre la police et la gendarmerie qui a donné donc ce corps. Cela voudra simplement dire qu'on va faire forcément disparaître d'autres au profit de l'autre unité. Alors, est-ce que c'est la gendarmerie, puisque nous savons très bien que c'est elle qui intervient beaucoup plus au niveau des villages, des centres plus ou moins reculés? Qu'est-ce qui va se passer au niveau de cette sécurité? Maintenant, si c'est la gendarmerie qui prendra donc le pas sur la police aujourd'hui dans la ville de Cotonou, un peu partout dans le pays, vous le voyez au niveau des points en train de réguler la circulation. Est-ce que c'est à cela que la police républicaine sera attelée ou aura d'autres attributions ou missions de façon spécifique? De toutes les façons, je crois que les jours à venir nous édifieront davantage. Oui, les jours à venir nous édifieront, mais assez de grincement dedans, il faut le souligner. Certains canaux l'ont relayé, le débat était des plus houleux. C'est la voix de la majorité qui l'a emporté, mais au sein de cette majorité, je cite ici quelques craintes de l'honorable Arifari Bako, qui est de cette majorité parlementaire, qui s'offusque de voir la gestion du choix, des concernés confiés à la police au lieu de la fonction publique, pour parler techniquement du recrutement. Et il s'inquiète que l'on puisse créer un État dans un État. Pourquoi ce choix du gouvernement vouloir confier le recrutement, plus précisément, le recrutement des concernés à la police plutôt qu'à la fonction publique? Plutôt qu'à la police, plutôt qu'à la fonction publique, mais pourquoi pas beaucoup plus la gendarmerie? C'était aussi ça le problème. Et c'est pour ça, lorsque Valentin Gossoua Djenotin pense qu'il faut beaucoup plus gérer de façon consensuelle pour éviter la friction, eh bien, il faut prendre cela avec beaucoup plus du sérieux, dans la mesure où ici, nous parlons des forces de sécurité et on estime, à partir donc de ces propos de Arifari Bako, que le gouvernement ou l'exécutif pense que la police est supérieure ou prend la primauté sur la gendarmerie. Ça pose problème, je vais te dire. Merci à vous, Kodjovi Mamitono, mesdames, messieurs. Merci également de nous avoir suivis. Demain, ce sera pour découvrir encore d'autres faits marquants. L'actualité à la une des journaux. Ce fut un plaisir. À demain. 100% Bénin, mesdames, messieurs, bienvenue et merci de nous rejoindre. Lutte contre la corruption, Patrice Talon y met à nouveau un point d'honneur devant la représentation nationale lors de son discours sur l'état de la nation. Le président béninois s'est montré à la limite intraitable sur le sujet. Le ton a été des plus fermes. Je vous le cite. « C'est le lieu pour moi, dit-il, du haut de la tribune officielle, de réaffirmer mon engagement et ma détermination à mener ce combat sans état d'âme. Aussi, l'impunité qui en assure la perpétuation ne doit-elle plus avoir droit de citer au Bénin. » Fin de citation. Des nuits agitées en perspective pour les fossoyeurs de l'économie ont alors conclu bien des analystes. Mais pour d'autres, il faudra bien plus que ce qui sonne comme un message d'alerte, c'est les actions menées en 20 mois de gouvernance du nouveau départ dans le cadre de l'assainissement des fonds publics pour convaincre de la bonne foi du chef de l'exécutif. Message de Patrice Talon au sujet de la lutte contre la corruption, un engagement renouvelé ou pure diversion. Mesdames, Messieurs, c'est les thèmes au menu de votre émission Débat du jour. Deux invités, comme à l'accoutumée, pour nous accompagner. Une lutte implacable, disais-je. À ma gauche, lui, l'annonce Sinodoble Viné Agli. Il nous accompagne ce matin, c'est le secrétaire général de Lobby Jeunesse. Sinodoble Agli, bonjour. Bonjour. Merci pour la disponibilité. C'est moi qui vous remercie. En face de vous, un confrère de longue lutte dans l'arène politique. Il annonce, lui, Constantin Amoussou, il est analyste politique, le président des jeunes comment on l'appelle déjà? Le président du gouvernement des jeunes. Ah oui, voilà. Le président du gouvernement des jeunes, l'élite de demain, dit-on.
Constantin Amoussou, bonjour. Bonjour Joël. Merci aussi de nous rejoindre. C'est un plaisir. La lutte contre la corruption sera une lutte implacable, voilà. Et plus de place à l'impunité. Les mots sont ceux de Patrice Talon, dans une posture de guerrier plutôt déterminé à en finir avec l'hydre. Sinodo Blagli, vous l'avez suivi dans sa posture, mais aussi dans le verbe qui lui est propre. Le jeune qui a de tout temps crié haro sur le bordel parlant de la corruption, comment a-t-il vécu cet instant? Je crois que au-delà des mots qu'a lancé le chef de l'État, qui pour moi sont des mots quand même assez forts, il faut remarquer qu'avant ces mots, l'homme avait déjà averti. Je voudrais que nous nous rappelions de sa visite à Parakou lorsqu'il demandait à la population est-ce que nous sommes vraiment prêts pour lutter contre la corruption. Et ça, pour moi, c'était déjà des signaux forts qui annonçaient la détermination de l'homme à pouvoir, pour une fois pour de bon, inscrire notre pays désormais sur cette liste des pays où la lutte contre la corruption est désormais une réalité et non un simple slogan politique. Et ça se voit bien parce qu'avant ce discours à l'Assemblée nationale, il s'est d'abord investi à déposer certains dossiers au niveau de la justice et à laisser la justice libre de les traiter, libre de pouvoir juger de la pertinence ou non. Et nous avions vu un certain nombre de personnes qui déjà ont maille à partir avec la justice, qui hier étaient pour quand même des gens qui avaient certaines postures de donneurs de leçons par endroit. Merci. Sinodo Blagli, oui, Constantin Amoussou, vous l'avez également suivi, le chef de l'État. Quels ont été vos premiers ressentiments en suivant surtout sa nouvelle orientation dans la fermeté du chef de l'État? Moi, je souris de ce théâtre. Je crois que ce 22 décembre, le chef de l'État s'était rendu à l'Assemblée nationale pour faire du théâtre. J'insiste sur le mot. Il s'était rendu à l'Assemblée nationale. Vous êtes sûr que vous n'exagérez pas? Il s'était rendu à l'Assemblée nationale dans la posture d'un acteur de théâtre, d'un comédien. Et je peux vous le dire, d'autant que celui qui parle de lutte avec fermeté contre la corruption, de mettre fin à l'impunité, c'est celui-là qui, quelques mois auparavant et jusqu'à ce jour, a fait préfet de police du département de Littoral, de plus grand département, une personne qui est convaincue d'escroquerie, qui a été jugé, condamné par nos tribunaux. Le chef de l'État est au courant de ça. Ou alors n'est pas au courant. S'il n'est pas au courant, moi je le tiens informé ce jour que M. Toboula, Modeste, dont il a fait son préfet, mais s'il vous plaît, les actes parlent plus fort que les mots. Nous allons comparer les mots aux actes. Et puis nous allons déterminer ce qui est vrai. Parce qu'au fond, le propre de la rue, c'est de procéder par simulation et pas dissimulation. Pas simulation en laissant penser que l'on va dans telle direction, pas de dissimulation en cachant ce que l'on veut faire en réalité. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut interroger les actes. Il faut laisser les actes s'exprimer. Les actes, c'est cela. Que M. Modeste Toboula, dont tout le monde sait qu'il est... Pas un cas spécifique. Je n'ai pas fini. M. Toboula, d'accord, si vous voulez pas. M. Saka Lafia, le chef de l'État est allé jusqu'à citer comme exemple le dossier de Maria Gleta. Et cependant, lui qui cite Maria Gleta comme l'exemple de la corruption dans notre pays, de dossiers de malversation économique, lui qui le dit, a fait de celui qui en est l'incarnation, ministre de l'Intérieur dans son gouvernement, et il a renouvelé sa confiance il y a seulement quelques semaines. Constantin Amoussou, je continue, non mais il n'y a pas que ça. Oui, vous allez continuer, mais quand vous permettez très rapidement, vous allez continuer. Mais ces dossiers que vous évoquez ne sont pas des dossiers pendant devant la justice. Ah mais justement, le chef de l'État est soutenu par plus de 60 députés à l'Assemblée nationale qui disent former ce que l'on appelle, qu'ils appellent le bloc de la majorité présidentielle. Cela veut dire quoi? Si jamais le chef de l'État était vraiment dans la posture de lutter contre la corruption, mais il lui aurait suffi de décider que l'immunité de ceux-là qui le soutiennent et qui sont à l'Assemblée nationale et qui sont poursuivis et qui sont convaincus et qui sont connus pour des faits graves de corruption, eh bien, soit devant les tribunaux pour répondre les actes. Il lui aurait suffi de demander que l'immunité de M. Saka Lafia soit levée, de demander que l'immunité de M. Okouné, de M. Okounola, du député Edmond Agoua, convaincu dans le dossier qu'on a appelé de 50-50,
que leur immunité soit levée. Et que par conséquent, le citoyen a le moyen de savoir si la fermeté qu'il affiche n'est pas une fermeté de théâtre. Et c'est de ça que moi je vous parle. Ce sont les faits, ce sont les actes. Monsieur Aglia semblait vouloir donner raison au chef de l'État en disant que des personnes qui jouaient au donneur de leçons se sont retrouvées derrière les barreaux. J'ai compris qu'il faisait allusion à monsieur Métognon. En tout cas, il n'a pas monsieur cité ce Métognon nom. n'a pas cité. Mais enfin, je veux bien penser. Si c'est à lui qu'il fait allusion, mais ça veut dire qu'il est dans lui-même dans le jeu du pouvoir. Parce qu'il sait très bien, d'une part, que pour poursuivre un citoyen n'importe lequel, non seulement il a la présomption d'innocence, mais plus encore, M. Métognon est protégé par la présomption de moralité. Pourquoi? Ce n'est pas une notion juridique, mais c'est une notion de société. Il est protégé par la présomption de moralité. Parce que voilà quelqu'un qui a fait 30 ans à la fonction publique et qui pendant 30 ans n'a jamais eu rien à se faire reprocher, alors qu'il a lutté de façon acharnée contre tous les pouvoirs de façon ferme. C'est de ça qu'il s'agit, l'enquête de moralité. C'est-à-dire que si l'on s'avisait de faire une enquête de moralité sur M. Laurent Métognon, cette enquête de moralité le protégerait. Elle ne protège pas M. Bedamassi. Cette enquête de moralité ne protège pas M. Okunlola. Cette enquête de moralité ne protégerait pas M. Okouné. L'enquête de moralité ne protège pas Patrice Talon. Parce qu'on sait que le système sur lequel il a s'est regardé, celui qui parle et de l'endroit où il parle, c'est justement l'endroit d'où rester à l'extérieur, mais à distance, il a été capable de faire désigner disons, le chef du perchoir, le président de l'Assemblée nationale, en faisant des mouvements de solde sur les comptes bancaires. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, vous n'êtes pas convaincu. Vous n'êtes pas convaincu de la pertinence. Donc, les Grecs auraient pu dire, tragiante comédie, ils font de la tragicomédie. Pourtant, il y a des faits. On va y revenir tout à l'heure. Il y a des faits. J'ai observé Sinoda Bagli. J'ai constaté qu'il a quelques réactions. Avant que je ne vienne dessus, quelques faits qui quand même crèvent l'œil dans des actions déjà menées jusqu'à présent. Sinoda Bagli, je vous laisse d'abord la parole. Avant de revenir sur ces faits. Je comprends bien mon ami Constantin qui trouve dans la posture du chef de l'État qu'il n'y a pas d'honnêteté, qu'il n'y a pas de transparence. Je voudrais que nous fassions des analyses pertinentes, des analyses sur, comment dirais-je, des contours juridiques. Est-ce que le chef de l'État a le droit, parce qu'il est chef de l'État, de demander qu'on lève l'immunité d'un député lorsque la justice n'a pas demandé à ce qu'on lui mette ce député à disposition? Est-ce que le chef de l'État, parce qu'il est chef de l'État et parce qu'il veut lutter contre la corruption, a le droit de décider de sortir de son gouvernement quelqu'un qui n'a pas été reconnu coupable par un fait? C'est en cela justement que je rejoins M. Constantin en lui demandant, lorsqu'il dit qu'il y a la présomption d'innocence. Qu'est-ce qu'il fait de la présomption d'innocence? J'ai l'impression que dès qu'il s'agit de ceux qui sont proches du chef de l'État aujourd'hui, la présomption d'innocence n'est plus un droit juridique. Ça devient juste un prétexte. En fait, de quoi il s'agit? Il s'agit aujourd'hui pour le chef de l'État, dans sa volonté de lutter contre la corruption, de pouvoir non seulement mettre des dossiers à la disposition de la justice, mais d'attendre que la justice fasse son travail et décide d'agir. Et lorsque la justice décide d'agir, le chef de l'État peut, dans un soutien à cette volonté politique qu'est de lutter contre la corruption, demander la levée de l'immunité de certaines personnes qui seraient à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, par exemple, Saka Lafia n'est pas à l'Assemblée nationale. Si demain, la justice décide d'attaquer le dossier Maria Greta et que, parce qu'il ne s'agit, c'est pas parce que Saka Lafia était ce qu'il était quand le dossier Maria Greta existe, que d'office, il se sentirait forcément inquiété par le dossier Maria que je ne connais pas au fond en fait. Donc, si à ce moment précis, la justice estime qu'on a besoin qu'il soit mis à la disposition de la justice pour être écouté comme cela se doit, et qu'à ce moment-là, le chef de l'État ne le sort pas du gouvernement pour le mettre à la disposition de la justice, là, je comprendrais que le chef de l'État est en train de faire du folklore. Mais pour l'instant, je ne crois pas que le chef de l'État soit en train de faire du folklore. Je refuse qu'on prête des intentions aussi mauvaises à quelqu'un qui fait quelque chose qu'on n'avait jamais connu dans ce pays. On n'avait jamais connu ce niveau de détermination à lutter contre la corruption. On n'avait jamais connu ce niveau de détermination à arrêter certaines poches qui sont, quoi qu'on dise, en train de tuer le peuple. Aujourd'hui, personne n'a demandé qu'on lève l'immunité de l'honorable Atta Orenro pour qu'il disparaisse du pays. On ne le voit pas. On a bien envie de le voir et d'entendre qu'il nous dise ce qu'il pense des camions qu'on aurait retrouvés chez lui. Donc, quoi qu'on dise, on en arrivera au moment où les questions de levée d'immunité parlementaire
se poseront forcément si on attaque certains dossiers où des députés sont concernés. Et c'est à ce moment qu'on pourra juger si le président de la République est de bonne foi ou non. Mais je continue de croire, moi personnellement, que le président est de bonne foi. Et j'aurais vraiment souhaité que pour une fois que nous sommes en train de vivre véritablement une lutte contre la corruption, que nous patientons et que nous observons si véritablement les dossiers que nous touchons, les dossiers que nous pensons qu'ils concernent les proches du chef de l'État, si ces dossiers-là ne sont pas touchés, que nous puissions, parce que nous sommes des objecteurs de conscience d'une manière ou d'une autre, même si nous soutenons l'action du gouvernement, que nous puissions rappeler ces dossiers à l'attention du chef de l'État. Qu'est-ce que fait déjà à l'actif aujourd'hui du gouvernement, Constantin? De vastes réseaux de fraude ayant occasionné des pertes énormes à l'État ont été démantelés dans plusieurs structures de l'administration publique à la suite des OD. Il y en a qui sont désormais derrière les barreaux. Et tout récemment, un autre fait, un réseau de détournement de chèques certifiés et de faux crédits d'impôt ont été découverts à la Direction générale des impôts. Des fraudes fiscales ont également été identifiées à la Société nationale des eaux du Bénin et à Bénin Télécom SA. Devant la représentation nationale, le chef de l'État a cité ces dossiers qui font quand même froid dans le dos. Il s'agit de millions de francs du contribuable béninois. Constantin Amoussou. Oui, merci. Sur le fait que vous avez cité, s'il faut commencer par là, oui. Et ça n'est pas la première fois qu'un régime, dans sa volonté affirmée de lutter contre la corruption, a recherché dans les appareils administratifs les personnes qui se seraient rendues coupables de quelque fraude que ce soit. Bien au contraire, il me semble, sans devoir faire de comparaison de façon ferme, qu'on en a eu plus souvent l'occasion sous le régime défunt que sous celui-ci. Et pourtant, on n'a pas de raison de croire que ce soit un régime d'intégrité. Et donc, moi, je souris quand mon ami Aglé dit qu'on n'a jamais atteint un pareil niveau de lutte contre la corruption. Je voudrais bien savoir les statistiques sur lesquelles ils se fondent. Parce que la vérité, il ne me plaît pas. Et je suis surpris. Je suis profondément déçu lorsque je vois des jeunes, des gens de ma génération qui se mettent dans la posture de plaire à un régime et qui, parce qu'ils ont envie de plaire à un régime, tiennent un discours, disons, d'applaudissements, d'acclamateurs, alors qu'eux-mêmes, très clairement, perçoivent l'orientation. C'est le fondement même, le socle même sur lequel est assis ce pouvoir, c'est la corruption. Et les éléments sont là. Ils parlent, mais ils oublient, ils omettent. Oui, moi, je prouve tout ce que je dis. Monsieur Agli a fait exprès de ne pas relever, quand j'ai parlé a fait exprès de ne pas relever mais le cas de monsieur Toboula. Le chef de l'État est-il au courant de ce que M. Toboula est un corrompu, est un escroc? Non, nous allons parler des faits. Si chaque fois que je vais citer les faits, vous m'interrompez. Non, je vous interromps pas. Nous n'allons pas pouvoir faire le débat. Alors moi, je voudrais regarder monsieur Agli en face. Je voudrais qu'il me regarde en me disant qu'un chef de l'État qui se dit déterminé à lutter contre la corruption, s'il peut faire d'un préfet celui qui non seulement est poursuivi, mais condamné pour escroquerie. Je veux savoir. Vous avez dit qu'on n'a jamais atteint ce niveau de responsabilité. Constantin, sur le dossier, je ne vous interromps pas. Oui, bon, allez, ok, allez-y. Ensuite, il faut qu'ils me disent, je ne parle pas encore de justice, mais au moins, si nous voulons évaluer la volonté de lutter contre la corruption, est-ce qu'une personne qui est portée par la volonté de lutter contre la corruption, pour qui Maria Greta semble être le symbole même de la corruption, est-ce qu'une telle personne peut faire ministre et reconduire récemment ministre quelqu'un qui, manifestement, en tout cas, a des choses à dire par rapport à ce dossier? À tout le moins, on peut encore dire que la justice se prononcera. Mais lui ne peut pas faire de lui un ministre de son gouvernement, alors même qu'il dit qu'il veut lutter contre la corruption. Enfin, pour citer un troisième cas, le chef de l'État a récemment renouvelé sa confiance au ministre Ouaddaï. Et pourtant, ce n'est pas moi, mais c'est lui qui a adressé un courrier au ministre Ouaddaï pour lui dire: j'ai appris que vous délivrez des marchés en gré à gré. Puis il n'a pas apprécié, mais chacun a su qu'il s'agit de marchés gré à gré en violation de la loi. C'est une faute pénale. Non seulement il n'a pas été inquiété, mais il lui a confirmé sa confiance à l'occasion du dernier remaniement. Et vous me regardez en me disant que celui-là est déterminé à lutter contre la corruption, que la posture de comédien qu'il a prise lors de la répétition, on lui a dit, quand tu arriveras à ce niveau de discours, tu vas faire une fermeté, tu vas montrer de la fermeté. Et quand il est arrivé là, il a montré de la fermeté. Et moi, qui ai été dans une autre vie un metteur en scène, j'ai bien compris que c'est de la mise en scène. Et donc, vous ne me direz pas que vous avez manqué de voir ça, sauf à être de mauvaise foi. Et c'est grave quand des jeunes, parce que c'est de ça qu'il s'agit.
non. Est-ce que Mais là, la vous ne lui vérité, prêtez c'est pas cela. des intentions? Monsieur Yetongi, monsieur Yetongi, On ne peut pas voir les choses de la même façon, le non? mal qui se construit dans notre pays, il se construit à notre détriment, nous, notre génération. Mais le plus grave encore, c'est qu'il se construit au détriment de nos enfants. Et si nous refusons de mener le combat de la sincérité, de la vérité, si nous refusons de mener aujourd'hui le combat de la lutte pour la bonne gouvernance, c'est que nous aurons décidé de passer les patates chaudes aux mains de nos enfants. Mais de quel père nous serons regardés? Quel père nous sommes? Quels parents nous sommes? De décider de passer les patates chaudes entre les mains de nos enfants. De laisser le lourd héritage, l'héritage de fraude, de tricherie, l'héritage de tout dans l'économie, dans l'administration, l'héritage de ruse, l'héritage de rage à nos enfants. C'est de ça qu'il s'agit. Si monsieur Agli est d'accord pour que cela se fasse ainsi pour nous, pour notre génération, il doit encore penser à son enfant. Puis à tous les enfants de pauvres partout dans le Bénin qui souffrent, qui pleurent, qui meurent. Et pour les survivants, il n'y a pas, et pour les quelques survivants pour lesquels nous avons le devoir d'espérer. Alors écoutez, qu'est-ce que l'assainissement? Qu'est-ce que l'assainissement? L'assainissement, c'est le fait de rendre sain. Pour rendre sain, il faut que l'on puisse commencer déjà par examiner les actes que vous posez vous-même. La première façon de rendre sain. Non, mais la lutte contre la corruption qui peut consister à dire les actes de corruption qui ont lieu dans telle période ciblée. Dans telle période ciblée. Et c'est la période où vous n'avez plus eu accès aux faveurs que vous aviez, vous. On peut en présumer. Eh bien, c'est un acte d'assainissement, ça. C'est sain. À votre esprit, c'est sain. Cela est sain. La lutte contre la corruption qui consiste, l'assainissement qui consiste à dire, ces personnes-ci, et on les prend, puis en procédure d'urgence, on les jette à la prison, de façon préventive, en oubliant que par principe, le droit obéit, à la règle de la présomption d'innocence, nous avions dit ça. Ensuite, obéit à la règle que la détention est l'exception et que la liberté est la règle. Enfin, que en toute matière, qu'en particulier en matière de droit pénal, que la preuve est la rançon du droit. Que lorsqu'au détriment de tout cela, on prend des citoyens qui ont une enquête de moralité profitable à leur image, Laurent Métaillon, c'est le cas, et qu'on les jette en prison. Dans le temps même où les personnes qui symbolisent aux yeux des populations de notre pays la corruption sont protégées par le régime, et ce sont elles qui chantent la gloire du régime, et ce sont elles qui sont allées voir le chef de l'État après son discours et lui serrer la main. Fortement. Il y a eu des moments chaleureux d'échange avec lui, et vous pensez qu'il parlait de quoi? Constaté à Moussou. Et M. Agli ose me dire que celui-là veut lutter contre la corruption. Ça reste votre regard. Avec votre permission, vous permettez, oui. Oui, je suis heureux que M. Constantin ait pu présenter ici sa grande connaissance du droit. Et je voudrais dire, pour ce qui est du cas maintenant, auquel je ne faisais d'ailleurs pas allusion personnellement, parce que quoi qu'on dise, c'est un ami personnel. Dites-moi les donneurs de leçons dont vous parliez. Là, nous aurions eu l'avantage au moins d'être éclairés. Non, je préfère pour ce qui est du respect de la personnalité de un chat un chat. Oui, on va appeler un chat Nous allons appeler un chat un chat. Parce que nous ne pouvons pas faire un débat dans l'abstraction. Si vous dites que le chef de l'État veut lutter contre la corruption, et si vous dites que des personnes qui jouaient aux donneurs de leçons sont poursuivies, vous allez donner leur nom. Il le fera. Merci Constantin. Oui, ici nous devons, allons-y. La différence entre c'est pas un débat de personne, hein? C'est un débat illustré. La différence entre Constantin et moi, c'est que je ne suis pas dans une posture d'activiste. Je ne suis pas dans une posture de propagandiste ou de contestataire. Vous n'êtes pas d'un point de propagandiste. Je suis juste dans une posture d'analyse. Je suis dans une posture d'analyse. On laisse évoluer et puis vous aurez tout à l'heure la parole. Je t'ai laissé la parole, laisse-moi parler. Constantin, allez-y. En fait, mon point, c'est que je suis dans la logique. Il évolue sur son point. Je suis dans la logique pour moi de l'analyse. Tout à fait. Et je dis aujourd'hui, le chef de l'État, ne serait-ce qu'au nom de la séparation des pouvoirs, ne peut pas, en face de la justice, dire quels sont les dossiers qui sont prioritaires. Il dépose les dossiers qu'il pense à son avis. Et pour ce que je sais, il a déposé les résultats des audits au niveau de la justice, et la justice, compte tenu de la priorité qu'elle estime être au rendez-vous, traite les dossiers au cas par cas. Et une fois que la justice a décidé
Et pour moi, je continue d'être respectueux de la République et respectueux donc de la justice de mon pays, en estimant que les hommes de droit qui sont investis pour cette mission le font, accomplissent leur mission dans une certaine probité, dans une certaine maîtrise de leur art, de leur matière. Par conséquent, je ne veux pas rentrer dans les questions de détention préventive, est-ce que c'est juste, est-ce que ce n'est pas juste, encore que je ne suis pas juriste et que même si je rentrais sur ce terrain, forcément j'allais m'égarer. Mais moi, je me réjouis en tant que jeune, en tant que père également, de savoir qu'au moins aujourd'hui, contrairement à hier, on a commencé à sonner la cloche de la lutte contre la corruption à un niveau assez important. Pour moi, même si le chef de l'État rebroussait chemin au milieu de son parcours, nous ne manquerons pas de le fustiger, mais nous serons contents au moins qu'il y a eu déjà un gros son de cloche qui nous permette, nous, lorsque nous serons aux affaires, parce que nous le souhaitons bien, et ça, ce n'est pas dans un futur trop lointain. Je serais content, par exemple, d'y être avec mon ami Constantin pour ne serait-ce que lui confier cette question de lutte contre la corruption, parce que je le sens très engagé dessus. Mais ce que je voudrais qu'on sache, c'est que personne n'a intérêt à ce que les choses se passent mal dans le pays. Personne n'a intérêt à ce que les corrupteurs continuent d'opérer, de nuire. Et pour ce qui est du cas express, par exemple, de Toubla, parce que j'ai été interpellé personnellement dessus, je ne suis pas revenu dessus, j'ai ouï dire à plusieurs reprises, et j'ai lu sur les réseaux sociaux des photos de décisions de justice se rapportant à sa personne. Mais personnellement, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas juriste. Je ne sais pas si la décision qui a été prise à son endroit, peut-être que Constantin va m'éclairer, je ne sais pas si la décision qui a été prise à son endroit est une décision, par exemple, qui lui impose de ne plus pouvoir exercer aucune fonction, ou si c'est une décision qui se rapporte à un fait précis et pour lequel il a déjà payé le prix, ça je ne sais pas, et je serais heureux d'être éclairé dessus. Mais je suis tout aussi convaincu que le devenir et l'avenir du Bénin ne peut se faire que dans la propriété, dans la droiture. Moi, bien que je soutienne ou que je défende les actions du chef de l'État aujourd'hui, il est tout aussi bien informé que moi. Je n'appartiens à aucun appareil d'État, je n'appartiens à aucune structure de nomination ou de responsabilité outre mesure. Je ne fais que lire. Je ne fais qu'analyser et je ne fais qu'opiner par rapport à cette... Mais il y a un téléspectateur qui envoie un test qui bondit sur la phrase que vous avez sortie. Le devenir du Bénin ne peut que passer par la propriété et l'assainissement. Et dit-il que c'est un avis partagé. Mais... quelques reproches qui poussent certains à être un peu réticents et méfiants dans ce combat, c'est d'observer que presque aucun proche du chef de l'État n'est jusqu'à présent inquiété. Il y a eu des dossiers très brûlants et qu'on a eu comme l'impression que c'est plutôt sélectif chaque fois que les dossiers viennent en Conseil des ministres. Vous avez aussi cette lecture des choses? Que pensez-vous de ce regard? Je suis heureux de savoir que nous sommes suivis. Et je voudrais profiter de l'occasion pour dire, et ça je vous prends à témoin, je prends mon ami Constantin à témoin, pour dire que si cette lutte de la corruption, cette lutte contre la corruption, se fait jusqu'à la fin, et que le chef de l'État, du moins, qu'aucun proche, ceux que nous pensons être proches aujourd'hui du chef de l'État, qu'aucun d'eux n'est inquiété, alors qu'on sait qu'ils sont connus pour avoir été responsables de faits d'actes de corruption, je reviendrai sur ce plateau. Je préciser ma position désormais par rapport au chef de l'État et par rapport à sa gouvernance. En somme, vous demandez à ce qu'on accorde un peu de temps absolument dans le combat. Et je dis, on ne peut pas aujourd'hui demander mal à la justice de notre pays. Vous savez combien de milliers de personnes sont dans nos prisons parce que simplement ils sont en détention préventive. Et ça, je ne parle pas des corrupteurs, je parle des petits larcins habituels qu'on connaît. Parce qu'on a toujours, les hommes de droit au Bénin ont toujours dit, il manque d'effectifs au niveau de la justice pour pouvoir connaître de tous les cas. Nous ne pouvons pas aujourd'hui dire que la BEF, avec tous les dossiers qui sont sur leur table, et ça, je suis bien placé pour dire ce que je suis en train de dire, parce que je suis auteur de plaintes dans la lutte contre la corruption également. Je suis auteur de plaintes déposées au niveau de la BEF, qui jusqu'à présent n'a pas encore abouti. Et ça, je profite pour dire à M. Constantin Amoussou que ma plainte que j'ai déposée est une plainte contre des acteurs du système actuel.
bien que je sois défendeur de certaines actions du chef de l'État. C'est pour dire que je ne suis pas dans une défense aveugle. J'ai porté plainte contre des individus nommés par le système actuel sous le mandat actuel. Et les plaintes, j'espère qu'ils sont en train de suivre leur chemin. C'est pour ça que je dis... Vous avez dit devoir espérer. Pour Laurent, maintenant, le chef d'État n'a pas eu besoin d'espérer. Ça s'est passé tout s'est passé. Non, je ne crois pas. Je n'ai pas vu la main personnelle du chef de l'État dans le dossier de Laurent Maiton. Pour moi, c'est la justice qui fait son travail. Passé en Conseil des ministres. Oui, il y a beaucoup de dossiers qui sont passés devant le Conseil des ministres. Mais le Conseil des ministres n'a pas demandé à la justice de mettre en détention préventive M. Laurent Maiton et tous ceux qui sont avec lui. Et nous avons vu des anciens candidats aux élections présidentielles qui ont soutenu l'action du chef de l'État, qui sont également en détention préventive dans le même dossier. Ça veut dire que, quoi qu'on dise, il y a des gens qu'on peut supposer proches du chef de l'État qui sont déjà inquiétés d'une manière ou d'une autre. Maintenant, je souhaite personnellement, pour mon ami Laurent Maiton, que la justice fasse véritablement son travail et que dans tout le souhait que je puisse avoir, c'est qu'il ne soit pas inquiété dans la suite du dossier et que nous puissions le retrouver libre de ses mouvements. Mais cela n'annule pas le fait que nous avons le devoir d'être patients. Nous avons le devoir d'être patients parce qu'on ne peut pas, un lundi matin, où on a commencé à lutter contre la corruption, connaître de tous les dossiers ce même lundi matin et mettre sous mandat de dépôt ou arrêter tous ceux qui sont connus pour faire de corruption. Je vous dis, et je le dis avec une grande conviction, des personnes que vous croyez très proches du chef de l'État, que vous croyez aujourd'hui protégées par le chef de l'État, seront inquiétées. Constantin, moi, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas dans la prophétie. Je suis dans les actes. Je suis dans les actes. Puisque vous parliez de... Il y a deux choses que je vais relever. D'abord, vous avez dit que vous êtes fier en tant que père de ce qui se passe. Voilà. Je vous ai interpellé en tant que père. Et je suis surpris qu'en tant que père, vous vous disiez rassuré. Parce qu'à la vérité, c'est ça finalement qui me paraît un peu bizarre dans votre posture. Parce que le père que moi je suis regarde et il observe que dans la République où nous sommes aujourd'hui, l'un des faits les plus graves de corruption, l'affaire des machines agricoles, implique M. Okunlola, député soutenant le chef de l'État, M. Olivier Bokor, ami personnel du chef de l'État, une troisième personne qui était impliquée dans le PPEAD, le symbole même du PPEAD, le beau-frère de Olivier Bokor par ailleurs. Toutes ces personnes sont là, tous ces dossiers sont là. Et non seulement cela n'a pas été dépouillé, mais ce sont encore ces personnes, ces de notoriété publique qui sont les propriétaires des entreprises auxquelles le ministre de l'économie et des finances, à qui le chef de l'État vient de renouveler sa confiance, délivrer les marchés en gré à gré. Et pour ça, vous n'avez pas peur pour votre enfant. Et vous êtes un père responsable. Moi, je suis inquiet. Ensuite, pas pour mon enfant, parce que le mien, il se battra comme son père, et il sait déjà, et moi je le lui enseigne, qu'il appartient à une république qui est injuste, qu'il appartient à une république qui est dirigée par des malfrats. Et que si on ne mettait pas tout, c'est la vérité, le travail qui se fait actuellement se fait. Mais quel travail se fait actuellement? Le travail qui se fait actuellement, le travail dont vous parlez, c'est le travail d'une Assemblée nationale devant laquelle, à l'intérieur de laquelle le ministre de la République, garde des Sceaux, celui qui est chargé de mettre en œuvre l'action de justice, a promis que le pays sera gouverné par ruse et par rage. Mais dites-le-moi, êtes-vous rassuré en tant que père de famille pour votre enfant? Moi, je vais interroger M. Agli, c'est à lui que je vais m'adresser à travers le législateur. Est-ce qu'il est rassuré en tant que père de famille lorsqu'un ministre de la République, le ministre qui est chargé de mettre en œuvre la justice, a promis devant l'Assemblée nationale que le pays sera gouverné par ruse et par rage? Et enfin, êtes-vous rassuré lorsqu'à l'Assemblée nationale, le gouvernement qui dit vouloir lutter contre la corruption a distribué de l'argent aux députés pour aller voter le projet de révision de la Constitution? Ce sont des faits qui parlent, ce sont des actes qui parlent. On peut faire du masque, on peut faire du maquillage, mais la vérité est là, elle est têtue. Elle est têtue. Et si nous sommes des jeunes, et si nous voulons faire honneur au combat qui a été le nôtre par le passé. Parce que j'ai souvent entendu parler de M. Agli, et puis je l'ai vu et souvent regardé comme un citoyen honnête. Je voudrais pouvoir continuer de le regarder comme cela. Mais enfin, s'il se salit parce qu'il a envie de faire plaisir à un régime, à un gouvernement, demain, on va lui rappeler son histoire. On lui rappellera des propos qu'il a tenus, et puis il aura honte. Puis enfin, puisque vous avez dit la première fois. Mais la première fois de quoi? Sous le défunt régime, le chef de l'État a fait même marche verte. Et tout le monde a fait marche verte avec lui contre la corruption.
Sous le défunt régime, on a vu le chef de l'État déposer des parents, des cousins, des neveux, des proches, des collaborateurs les plus proches en prison dans des dossiers qui ont trait à des actes de corruption. Je n'ai pas encore vu ça sous l'actuel régime. Et vous me parlez de première fois. De quoi? Sous le défunt régime, les actes de corruption les plus forts, eh bien, quand M. Patrice Talon se fait délivrer de façon frauduleuse, en passant par une société écran, l'autorisation, enfin le marché du PVI, puis après procède par des manœuvres pour récupérer pour le compte de sa société qui n'était même pas concurrente au départ. Vous savez très bien que la Bénin Contrôle n'était pas concurrente. Alors, de quelle façon Bénin Contrôle est devenu adjudicataire à la suite de la procédure, si ce n'était pas la corruption? Si, en finançant le chaos, le chef de l'État actuel, alors ami et financier du défunt régime, n'avait pas pu prendre la promesse de se faire activer le marché honnêtement, Constantin Moussou, voilà. Est-ce qu'on n'a pas tous droit à une seconde chance? On peut faire des erreurs hier et aujourd'hui se rendre compte voilà, qu'il faut changer de cap. Le chef de l'État, oui, je suis d'accord avec vous, mais c'est pour cela que moi aussi j'ai voté pour ce régime. Parce que quand on connaissait le passé du chef de l'État, on peut se dire, ah mais tiens, un homme qui était même capable d'organiser l'assassinat de son meilleur ami, en tout cas de son ami politique, ses intérêts sont en jeu, s'il devenait président de la République, que ferait-il? On pouvait s'interroger sur ça. Et cependant, on a dit, donnons-lui une seconde chance. On peut même penser que Dieu était en œuvre à travers lui pour dire, tu as fait beaucoup de mal, et cependant, je te mets à la tête de ce peuple, tu as l'occasion de te racheter. C'est ce que nous pouvions penser, c'est ce que nous souhaitions aussi. Mais il faut interroger les actes du chef de l'État. C'est ce régime qui, lorsqu'il est arrivé, dès les premières semaines, n'a fait que rembourser les entreprises de Patrice Talon ou bien à logement. Si je mens, je demande à Joël Yetondi et à M. Agli de me démentir. Est-ce que les premiers décaissements du gouvernement, Conseil des ministres, n'a pas de lien avec la corruption, Constantin Moussou, ça n'a pas de lien avec la corruption. Ah mais si. C'est vrai qu'on peut décider de le faire chemin faisant ou tout au début. Mais c'est au chef de voir par rapport au préjudice causé. Non, je suis heureux que mon ami Constantin dise rembourser. Parce que ça veut dire qu'on devait quand même aux entreprises. Non mais écoutez, diriger un État, gouverner un pays, que c'est-il? Ce n'est pas de se servir, c'est d'abord principalement de servir. Et donc, lorsque quelqu'un, même en étant dans la peau d'opérateur comme devient chef de l'État, il regarde les dossiers de l'État, non pas en se regardant, mais en regardant aux urgences de la nation. Merci Constantin Moussou. Avec ta permission, je te redonne la parole tout à l'heure. Sinodob Agli, j'ai évoqué un certain nombre de dossiers tout à l'heure. Vous en avez évoqué ceux qui vous paraissent aussi très très importants. Mais aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'il y a au niveau de l'administration des nids insoupçonnés de corruption. Ouais. Récemment, on nous a brandi un fichier pour le traitement du parcours de chaque personnel. On s'est rendu compte qu'il y a des gens à des niveaux de responsabilité insoupçonnés qui encouragent plutôt la pratique. Ceux qui ne sont pas agents de l'État sont agents de l'État et perçoivent dans les caisses de l'État. Et là-dessus, on a vu des têtes qui sont tombées. Je sais, par rapport au développement que vous avez eu à faire tout à l'heure, que bon, ça entre en ligne de compte pour vos notes d'espoir. Mais jusqu'où le chef de l'État peut aller? Ça, c'est l'autre question que beaucoup se posent. Moi, je préfère, par rapport à cette question, reposer la question autrement. Jusqu'où pourrions-nous pousser le chef de l'État? Allez. Parce que pour moi, je dis, lorsque vous avez un homme qui, je suppose, même par erreur, s'est glissé sur le chemin de la lutte contre la corruption. Je suppose que c'est par erreur que le chef de l'État s'est glissé sur le chemin de la lutte contre la corruption. Pour moi, en tant que citoyen, c'est une aubaine. Je devrais plutôt saisir l'opportunité et lui mettre toute la pression qui doit aller avec pour qu'il aille le plus loin que possible. Parce qu'en allant le plus loin que possible, nous participons déjà à régler les questions de la République. Et c'est en cela que je voudrais rassurer mon ami Constantin que je reste toujours l'homme intègre qu'il a connu. Et c'est en restant l'homme intègre qu'il a connu que j'ai pu, bien qu'étant sympathisant d'un régime en place, que j'ai pu intenter une action en justice contre quelqu'un qui a été mis en place par ce même régime. Et sans aucune forme d'inquiétude, parce que j'estime que ce que je suis en train de faire, ce que j'ai fait en son temps, je l'ai fait pour l'avenir de ce pays. Parce que si nous ne luttons pas avec la dernière rigueur contre les plus petites poches de corruption dans notre pays, nous nous mettons en danger.
Et pour moi, les gros dossiers qu'on cite, c'est effectif, c'est des dossiers pour lesquels il est important de pouvoir statuer. Et je crois, pour ma part, qu'il est de notre responsabilité, que ce soit nous qui pensons que le chef de l'État n'est pas de bonne foi, que nous qui pensons que le chef de l'État est de bonne foi, il est de notre responsabilité, nous en tant que citoyens, globalement, de pouvoir à chaque fois rappeler ces dossiers-là, rappeler, parce qu'il sait mieux que moi comment nous savons mettre la pression sur les gouvernants. Il sait mieux que moi comment nous savons mettre la pression sur le gouvernement. Parce que hier, nous avions lutté ensemble pour mettre la pression. Et je suis heureux qu'ils disent qu'il a voté pour ce régime parce qu'ensemble, nous avions contribué à ce que ce régime vienne au pouvoir. C'est peut-être en cours de route, les visions, les convictions ont peut-être changé d'orientation. Et pour ça, je continue peut-être d'être sur un sentier où il n'est plus. Je ne sais pas si demain je le rejoindrai sur le sentier. Une chose est sûre, je le rejoindrai sur le sentier si, au thème de cette lutte contre la corruption, des dossiers importants et sensibles que nous pensons être des dossiers nécessaires pour redresser, pour corriger le mal de ce pays ne sont pas touchés. Ça, c'est certain, je le rejoindrai sur ce sentier. Mais pour l'instant, je continue de prêter bonne foi à un homme qui, pour moi, a accepté de s'engager sur un terrain pour lequel j'espérais depuis longtemps qu'un gouvernant s'engage honnêtement. Et je voudrais, par rapport au régime de faim dont il parle, qui a fait une lutte contre la corruption, faire remarquer que nous étions les premiers à dire qu'aucun dirigeant de société d'État ressortissant de la partie septentrionale du pays n'a été mis sous verrou pour avoir commis des malversations sous tout le régime de faim. Et il était avec nous quand on faisait cette dénonciation. Qu'on ne nous dise pas que des projets de l'État ont été inquiétés sur le régime de faim. Vous avez parlé de première fois de ci et de ça. Oui, parce que sous le régime de faim, exactement, j'ai encore fait une action, j'ai encore soutenu une action en justice contre justement un grand pourfendeur de l'économie nationale qui a fait perdre à l'État béninois plus de 600 millions dans un dossier. J'ai fait une conférence de presse, j'ai fait plein d'actions pour que cet individu puisse connaître, puisse répondre de son acte. Mais je sais tout ce que j'ai eu comme pression de la part de ces hommes politiques proches du chef de l'État d'alors, ressortissant de la partie septentrionale du pays, parce que ce directeur général était de la partie septentrionale du pays. Et c'est pour ça que je suis heureux qu'il trouve, qu'il sache que je suis une personne honnête, qu'une personne intègre, qui veut pour ce pays justement une certaine propriété. Mais pour l'instant, je crois que pour quelqu'un qui a commencé une lutte aussi ouverte, il y a peut-être quelques mois, nous avons intérêt à être encore un peu patient et à voir si nous sommes toujours, s'il est dans la distraction ou s'il est dans le sérieux. Pour l'instant, pour ma part, les actions qui sont en train d'être posées sont des actions qui s'inscrivent dans un certain sérieux. Et je souhaite, et je crois que de ma posture, j'ai intérêt à mettre la pression pour que ça aille le plus loin possible pour que nous ayons un certain résultat. J'ai toujours dit sur ce plateau, mes actions en termes de soutien au chef de l'État n'ont jamais été dans le sens d'une certaine quête de nomination ou non. La preuve, je n'ai jamais déposé de CV pour demander une nomination ou à quel endroit que ce soit. Je mets au défi quiconque peut prouver le contraire. Ça veut dire que mon combat est un combat de la jeunesse, ce n'est pas un combat pour une nomination politique, pour un positionnement, ça je suis clair. Mon travail et l'éducation que je donne à mon enfant, c'est que c'est en travaillant, en faisant ce que tu as appris, que tu te nourris, que tu te construis, tu deviens quelqu'un de grand et de noble. Demain, c'est pour la jeunesse, le levier de développement, le cesse de le dit Constantin Amousseau en urgence pour ce combat. Quelles paraît pour vous les préoccupations majeures qu'il va falloir asseoir pour que le combat soit vraiment collectif? Le chef de l'État, lui, il a dit sa détermination. C'est une gangrène unanimement, tout le monde l'a dit, vous-même, vous l'avez reconnu, qui s'est attaqué à tous les maillons de la société. On a comme l'impression que la prise de conscience ne s'est pas encore généralisée. Ouais. Puisque M. Agri en parlait, l'une des premières actions que le chef de l'État peut faire pour montrer qu'il est dans la détermination de lutter contre la corruption, c'est sortir de l'appareil politique toutes les personnes qu'il a nommées et qui sont convaincues ou qui sont reconnues pour des actes de corruption ou des actes d'escroquerie. Il dit qu'il ne connaît pas le dossier de M. Toboula, je vais lui en parler. Monsieur Toboula, en tant que je ne vous interromps pas sur ce dossier, mais justement, je suis revenu plusieurs fois là-dessus, parce que comme vous l'avez dit, oui, on a vu des papiers, et la suite, ça donne quoi? On ne le sait encore. C'est un dossier qui peut revenir à tout moment. Oui, mais la vérité, ce dossier, oui. Mais là, nous n'avons que 2 minutes. Et tout à l'heure, il sera question pour vous, certainement, de faire votre adresse à tous ces milliers de Béninois qui croient à un lendemain meilleur. Je me demande si vous aurez suffisamment de temps pour le développement que vous voulez entamer. Non, mais les Béninois sauront en temps opportun qu'ils n'ont de choix que d'opérer ce que j'appelle, alors que je suis chrétien, l'avortement thérapeutique contre un régime qui, s'il allait à terme,
comme demandait M. Sinodob Agli, détruire à tel point l'héritage social, politique et économique de notre pays que plus rien ne sera capable de sauver. Vous n'êtes pas trop pessimiste? Et donc, non mais c'est la vérité, les faits parlent et moi je les interprète. Je les interprète. Et donc, sur M. Toboula, j'insistais, parce que c'est un homme qui est poursuivi et qui a été jugé, non pas pour un acte banal, mais parce qu'en tant que fonctionnaire de l'État béninois, il a pris les papiers en tête de son ministère, a pris les papiers des structures sous tutelle de son ministère, a monté des marchés qui n'existent pas, est allé à la banque au nom de ces entreprises, entre autres l'agence béninoise de l'environnement, est allé déposer à la banque pour prendre des financements pour des marchés qui n'existent pas et qui attendait d'utiliser des ressources au niveau du Fonds national de l'environnement, dont il faisait par ailleurs aussi les papiers en tête, dont des ressources dans les projets, l'appel à projets qu'il lançait et pour lesquels il récupérait les marchés par ailleurs, d'avoir des marchés là-bas pour payer. Et comme les financements ne sont pas sortis à temps au niveau du Fonds national de l'environnement, eh bien, la banque a commencé à s'adresser à l'ABE pour recouvrer ses ressources et on s'est rendu compte qu'une telle machine n'existait pas. C'est 2015. Et je me rappelle quand on l'avait arrêté, on l'avait conduit au tribunal de Cotonou. Eh bien, il était en train de... Pardon, ne me laissez pas ici. Moi aussi, j'ai une famille. Ça s'est passé à la BEF là. D'abord, avant le tribunal et au tribunal. Eh bien, il a été condamné. Et c'est une personne comme cela que l'on fait préfet de la République. Si le chef de l'État ne le savait pas, moi je le tiens informé. Et vous, puisque vous le soutenez, mais tenez-le informé, dites nous vous soutenons. Et si nous vous soutenons, nous souhaitons que toutes les personnes qui, dans votre gouvernement, incarnent la corruption, la première des choses que vous avez à faire, c'est de vous débarrasser de ces personnes-là. Et enfin... Pour donner plus de crédit. Mais voilà. Et enfin, de façon générale, que le chef de l'État, qui a un ministre de la justice qui est si assuré de lui-même que lorsqu'il envoie une loi à l'Assemblée nationale, il obtient toujours le vote par un bloc mécanique de près de 60 députés. Loi de la majorité. Mais écoutez, la majorité n'est pas mécanique. Elle ne peut être opérationnelle. Constantin Amoussou, ça va être votre mot de la fin. De l'autre côté, on m'informe. Le temps est complètement parti. 30 secondes. De contrôler l'action du gouvernement. Et donc, moi, je veux m'adresser aux compatriotes. Allez-y rapidement. Je veux leur dire que le régime qui les gouverne, plutôt que de rompre avec les partis, se corrompt lui-même. Que par conséquent, il n'est pas un régime de rupture, que c'est un régime d'imposture. Et contre un tel régime, c'est ici et maintenant qu'il faut se lever. Et c'est maintenant qu'il faut lutter. Et c'est maintenant qu'il faut se déterminer. Il faut aller jusqu'au bout dans ce combat. Constantin Amoussou, oui, Sinodob Agli. Oui, je voudrais... Racine, mon ami Constantin, dit que je continue d'espérer. Je continue de croire que le combat qui a été engagé pour la lutte contre la corruption est un combat franc. Je continue de croire que c'est un combat qui va nous amener, quoi qu'on dise, à l'assainissement de notre paysage, non seulement politique, mais économique. Parce que c'est des fondamentaux indéniables pour un meilleur avenir pour notre pays. Je continue d'espérer, je voudrais inviter les Béninois à continuer d'espérer. Et je rappelle que si ce combat n'était pas un combat franc, si ce combat auquel je continue de croire va jusqu'à terme et n'est pas franc, je reviendrai donner raison à mon ami Merci Constantin Amoussou, chers combat. invités, merci. Le temps est complètement terminé. 100% Bénin, donc c'est du passé pour le numéro du jour. Je vous laisse passer ces citations de l'artiste, poète, écrivain, homme politique français, Alphonse de Lamartine. Rien n'est vrai, rien n'est faux. Tout est songe et mensonge. Nos seules vérités, mesdames, messieurs, dit-il, sont nos douleurs. Très bonne suite de programme en notre compagnie. Demain, c'est un autre jour, mais toujours avec la même disponibilité. À demain. Merci. Merci. Je vais me mettre de Lamartine. Il faut me l'envoyer.